Une mère et sa fille de l'Alabama auraient fait équipe pour tuer une rivale amoureuse. Et maintenant, l'une d'elles se serait retournée contre l'autre, acceptant un accord et promettant de témoigner contre l'autre lors du procès. La famille et les amis de la victime, qui ont attendu des années pour connaître la vérité, sont un pas plus près d'obtenir justice. Nous allons également nous entretenir avec un avocat de l'Alabama pour analyser l'accord de plaidoyer et ce qui va se passer ensuite dans cette affaire très étrange. Bienvenue dans Sidebar avec Law & Crime, je suis Jesse Weber. Très bien, nous avons une mise à jour majeure dans cette histoire vraiment étrange qui se déroule en Alabama. Une mère et sa fille, toutes deux accusées d'avoir poussé une femme du haut d'une falaise, semblent désormais s'être retournées l'une contre l'autre. C'est en tout cas ce qui paraît. Nous avons évoqué pour la première fois l'affaire Mary-Elizabeth Isbell dans Sidebar en février 2024. C'est à ce moment-là que Jesse Eden Kelly, alors âgée de 22 ans, a remis au juge des lettres de recommandation affirmant qu'elle avait un esprit doux et confiant et qu'elle était une enfant de Dieu. Aujourd'hui, cette femme a avoué avoir tué Mary-Elizabeth, surnommée Beth. Nous l'appellerons donc Beth. Laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer cette affaire que le détective a qualifiée d'inhumaine et brutale. En novembre 2021, Beth, mère d'un adolescent, a disparu près de Hartselle en Alabama. Son ex-mari a publié à l'époque sur Facebook « Je déteste vraiment devoir mettre ça sur les réseaux sociaux, mais Facebook touche un large public ». Son fils n'a plus de nouvelles de sa mère depuis le 6 septembre, son anniversaire, et s'inquiète car elle l'appelle d'habitude au moins pendant les fêtes. J'ai parlé à sa famille. Personne n'a eu de ses nouvelles. Il a donc envisagé un signalement pour disparition. Le signalement de disparition a été déposé juste après Noël 2021 selon Fox 54. Selon le média AL.com, les autorités ont pu déterminer où Beth vivait grâce au relevé de son téléphone. Ils ont obtenu un mandat de perquisition pour son domicile et trouvé des preuves de lutte, dont une empreinte de main ensanglantée, mais aucune trace de Beth. Eh bien, d'après les déclarations des témoins et plus tard les détails fournis par les suspects, la police pense qu'elle est morte vers le 18 ou 19 octobre 2021. Et une avancée majeure dans l'affaire est survenue à l'été 2023, lorsque les enquêteurs du comté de DeKalb ont reçu un tuyau, un renseignement très important, qui les a menés à Loretta Kakar et à sa fille, Jessie Eden Kelly. Les enquêteurs avaient identifié les femmes comme pouvant être impliquées plus tôt dans l'enquête, mais leurs soupçons ont été confirmés grâce à ce renseignement. D'après les informations de WAAI, souvenez-vous que j'ai parlé du sang, les enquêteurs ont confirmé que le sang était bien celui de Beth et c'est parce qu'elle avait déjà soumis son acide désoxyribonucléique dans le cadre d'un ancien kit de viol. Mais la main qui a laissé cette empreinte sanglante a été identifiée comme étant celle de Kelly. Et cela grâce à son casier judiciaire. Carr et Kelly, ils ont été amenés pour être interrogés. Ils ont été arrêtés et inculpés de meurtre avec préméditation. Près de 2 ans après sa disparition, nous avons enfin eu une mise à jour. Le corps de Beth a été retrouvé à près de 100 miles de là, près de Fort Payne, en Alabama, au pied d'une falaise dans la réserve nationale de Little River Canyon. D'après les enquêteurs de DeKalb, une des femmes les a menés directement à la victime. Au départ, nous savions qu'il y avait peut-être un corps sans savoir où. Le canyon de la Little River, c'est environ 15 000 acres de parc national. Plusieurs points de vue jalonnent dans l'autoroute Alabama 176 et le côté du comté de Cherokee du canyon de la Little River. Donc, en travaillant avec le coaccusé, nous avons pu réduire à quelques endroits différents. Et cela s'est avéré très précis, tout comme les informations qu'elle a fournies. Des documents judiciaires consultés par WAFF révèlent que Kelly a avoué, a indiqué l'emplacement du corps et reconnu être impliquée. Elle aurait déclaré qu'il voulait en faire croire que Beth s'était fait cela à elle-même, que c'était un suicide. Des restes humains ont été découverts le 28 juin. Beth a été identifiée le jour de ce qui aurait été son 39e anniversaire. Selon des documents judiciaires consultés par WAAI, la mère et la fille ont rejoint la caravane de Beth en octobre 2021 et se sont disputés avec elle. Carr aurait frappé la victime plusieurs fois à la tête avec un pistolet. Et le duo aurait emmené Beth chez Carr, l'aurait forcé à se doucher pour enlever le sang, puis l'aurait emmené au canyon de la petite rivière. Les documents judiciaires indiquent que Kelly a dit à la police qu'elle avait vu sa propre mère accompagner cette femme jusqu'au bord d'une falaise avant de la pousser dans le vide.
En fait, WAFF rapporte que Kelly a dit à la police que Beth a supplié pour sa vie. Dans un autre rebondissement glaçant, il a été rapporté que Carr avait visité cette réserve en 2019 et publié un selfie sur Facebook. C'est la même zone où elle est accusée d'avoir tué une femme. Maintenant, d'un point de vue probant, cela va être important parce que cela montrera qu'elle connaissait la zone, qu'elle a visité cet endroit, que c'est une zone très spécifique où ils ont trouvé Beth. Alors maintenant, la question est, qu'est-ce qui a mené à cela? Qu'est-ce qui a conduit à un meurtre aussi brutal? Quel est le pourquoi? Le shérif du comté de DeKalb, Nick Weldon, affirme que les femmes se connaissaient. Une animosité aurait pu couver, liée à un homme, un intérêt amoureux. Je précise que le mobile exact n'a pas été révélé. Nous l'apprendrons peut-être au procès. Mais Kelly, qui était en prison en Pennsylvanie en attendant son extradition vers le Missouri pour une accusation de vol, a finalement été extradité vers l'Alabama pour l'accusation de meurtre capital. C'est selon le média d'information WAFF. Un adjoint du shérif a indiqué à AL.com qu'elle avait été placée dans une prison différente de celle de sa mère pour les séparer. Kelly a demandé au tribunal le statut de jeune délinquant car elle avait 20 ans lors des faits. Nous en reparlerons dans un instant. Cela a été refusé. Dans sa demande, elle a demandé à plusieurs codétenus de rédiger des lettres en sa faveur, évoquant sa bonne moralité. En février 2024, Kelly a écrit au juge « Je demande à la Cour de considérer ces lettres pour montrer qui je suis plutôt que de me juger sur la façon dont je suis présenté en noir et blanc. » 8 femmes incarcérées ont écrit des lettres qui comprenaient des déclarations telles que « C'est vraiment une jeune femme brillante, bien intentionnée et intelligente, dont je pense qu'on pourrait facilement profiter en raison de sa nature douce et de son esprit confiant. » Une autre lettre décrivait Kelly comme une enfant de Dieu au grand cœur. Mais maintenant, Kelly a avoué un meurtre. Son procès devait commencer cette semaine, mais à la place, elle a accepté un accord de plaidoyer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que son accusation a été abandonnée. Son accusation de meurtre avec préméditation et enlèvement a été ramenée à un simple meurtre. Et elle a été officiellement condamnée à 40 ans de prison, avec un crédit pour le temps déjà passé derrière les barreaux. Et en échange, elle doit témoigner honnêtement contre sa propre mère, Loretta Carr, lors du procès. Carr sera jugé en décembre et risque la peine de mort si reconnu coupable. Pour approfondir les aspects juridiques, je souhaite inviter Michael P. Hanley, avocat de la défense pénale en Alabama. Merci d'être avec nous, Michael. Je vous en suis reconnaissant. Avez-vous suivi cette affaire de près? Quelle est votre réaction à ce sujet? Parce que, malheureusement, ici sur Sidebar, nous parlons de nombreux crimes différents. Nous évoquons de nombreux meurtres, mais celui-ci est d'une froideur extrême selon les procureurs. Quelle est votre réaction? Eh bien, cela a un lien intéressant avec mon passé. Ma fille s'est mariée dans le canyon de la Petite Rivière, sur le flanc d'une de ces falaises, il y a plusieurs années. Alors, quand ils commencent à examiner la scène de crime, cela fait remonter des souvenirs très intéressants. Oh mon Dieu, je ne savais pas ça. Juste pour qu'on comprenne l'environnement, à quel point cette falaise est-elle abrupte. Vous savez, si vous imaginez cette femme qu'on conduit vers sa mort et qu'on la pousse par-dessus, à quoi ressemble cette scène? Eh bien, les chutes dans le canyon peuvent faire 60, 70, voire 100 pieds. Imaginez le Grand Canyon, mais en Alabama, entouré d'arbres et de végétation. Voilà l'environnement que vous voyez là-haut. J'ai mentionné plus tôt la publication sur les réseaux sociaux ou le selfie qu'un des accusés avait posté là-bas. Je veux dire, ça rend l'atmosphère incroyablement froide, glaçante et étrange. Parlez-moi. Parlons un peu de la loi, parlons du meurtre avec circonstances aggravantes par rapport au simple meurtre en Alabama parce que c'était une différence significative en termes de peine. Qu'est-ce que cela signifie quand on parle de meurtre avec circonstances aggravantes par rapport à un simple meurtre? Le meurtre avec circonstances aggravantes est simplement une forme plus grave de meurtre. Il y a un facteur aggravant supplémentaire. Dans ce cas, ce facteur aggravant était l'enlèvement. C'est simplement un meurtre commis lors d'un des facteurs aggravants définis par l'Alabama pour son système de meurtre aggravé. La plus grande différence entre les deux, en dehors de ce facteur aggravant supplémentaire, c'est le fait que le meurtre avec circonstances aggravantes n'a que 2 peines possibles, la peine de mort ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un meurtre ordinaire entraîne une peine de 10 à 99 ans ou la perpétuité. Voilà donc la principale différence entre ces deux-là.
Il y a aussi l'intention particulière de tuer, qui accompagne le meurtre passible de la peine capitale. Et au fur et à mesure que nous examinons les détails de cette affaire, je peux, vous savez, évidemment le volet enlèvement, mais aussi la nature flagrante de cette affaire. Je ne suis pas surpris que ce soit l'accusation retenue. J'ai mentionné l'accord de plaidoyer qu'elle a conclu et la peine reçue. Elle s'appelait Kelly. Elle demandait le statut de délinquante juvénile, même si elle était apparemment adulte lorsque Beth a été tuée. Comment fonctionne le statut de délinquant juvénile? Eh bien, en Alabama, toute personne de moins de 21 ans a la possibilité de demander le statut de délinquant juvénile. C'est essentiellement destiné à donner aux gens une première chance. Je demande le statut de délinquant juvénile pour tous mes clients de moins de 21 ans, même pour des meurtres. Il est très rare d'obtenir le statut de délinquant juvénile dans une affaire de crime violent comme un meurtre. Pourquoi cela? Qu'est-ce que le juge prend en compte? Quels sont les facteurs qui jouent contre un prévenu? Eh bien, le tribunal n'est pas censé se baser uniquement sur le crime dont la personne est accusée, mais cela semble être l'élément principal pris en compte. Le tribunal doit examiner les antécédents de l'individu, toutes circonstances atténuantes ou aggravantes pouvant entourer l'histoire de vie du prévenu, ainsi que toutes circonstances aggravantes ou atténuantes pouvant s'appliquer à l'infraction elle-même. Le tribunal doit donc considérer plusieurs éléments. Nous déposons généralement des mémorandums auprès du tribunal, des mémorandums en faveur du bel accusé lorsque nous faisons cela, en expliquant un peu la loi et les catégories de considération. Et elle avait aussi d'ailleurs des antécédents criminels. Nous savons qu'à son inculpation, elle attendait son extradition au Missouri pour d'autres accusations de vol. Dans quelle mesure un comportement antérieur répréhensible pourrait-il influencer le type d'accord de plaidoyer que l'État proposerait ici? Même si, vous savez, quand on parle de ces accusations, elle n'avait pas forcément été reconnue coupable de celles-ci, n'est-ce pas, d'après ce que je comprends. Mais, vous savez, quand on pense à un éventuel casier judiciaire, dans quelle mesure cela influence-t-il un accord de plaidoyer dans une affaire comme celle-ci? Si vous consultez les documents de l'accord de plaidoyer, il est clairement indiqué qu'elle n'a aucune condamnation criminelle antérieure. Donc, c'était un élément pris en compte par le bureau du procureur du district. Le fait qu'elle avait des accusations en cours ailleurs, il faudrait vraiment examiner à quel moment ces accusations ont été portées par rapport à cette infraction de meurtre capital. Si elles sont survenues après les faits liés au meurtre capital, alors généralement, elles ne sont pas prises en compte par le bureau du procureur ou le juge lors de la phase de condamnation. Qu'as-tu pensé de cet accord? Je veux dire, 40 ans de prison, c'est long. Elle bénéficiera du temps déjà purgé. Mais 40 ans de prison, c'est très différent de la prison à vie ou de la peine de mort. Tu as aussi trouvé intéressant le moment du verdict, non? Oui, c'est vrai. Il y a des spéculations selon lesquelles elle allait coopérer contre sa mère et qu'elle allait témoigner et fournir des informations précieuses au procureur en échange de cet accord de plaidoyer. J'ai trouvé intéressant qu'elle ait plaidé coupable à une accusation modifiée de meurtre plutôt qu'au meurtre aggravé du premier chef d'accusation. Elle a un deuxième chef d'accusation dans l'acte d'accusation, qui est une accusation directe de meurtre. Ils pouvaient rejeter le premier chef d'accusation et accepter qu'elle plaide coupable pour le second, mais ne l'ont pas fait. L'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est le fait qu'elle a été condamnée immédiatement après avoir plaidé coupable à 40 ans de prison. Donc, tout accord qu'elle aurait pu avoir avec le bureau du procureur pour témoigner lors d'un futur procès afin de réduire sa peine n'a plus vraiment d'importance à ce stade. Peut-on développer ce point? Que se passe-t-il si elle n'est pas honnête à la barre? Les procureurs disent qu'elle revient sur ce qu'elle avait dit, qu'elle allait déclarer. Elle n'est pas honnête. Peut-être qu'elle refuse de coopérer. Quels leviers ont-ils sur elle maintenant? Je ne suis pas vraiment sûr qu'ils aient un quelconque moyen de pression. Cette plaidoirie et cette condamnation sont légales. Il y a des délais qui vont bientôt expirer concernant la capacité du tribunal à maintenir sa juridiction sur cet accusé. Donc, dans un an, si la mère passe en procès et que Kelly dit non, je ne le fais pas, ou si elle dit autre chose à la barre, je ne pense pas que l'État ait beaucoup de moyens de pression pour influencer sa peine à ce moment-là. Mais cela pourrait aussi avantager l'État autrement, non?
Si elle prend la parole à la barre et commence à témoigner en leur donnant ce dont ils ont besoin, il pourrait être difficile pour un avocat de la défense de dire « Hé, tu dis tout ce qu'il faut pour obtenir un accord favorable. » Elle pourrait dire « J'ai déjà été condamné. » Je pourrais mentir, mais je ne le fais pas. Je dis toujours la vérité. C'est une autre façon de voir les choses, non? Absolument. J'ai vécu cela il y a 10 ans dans une affaire de meurtre avec préméditation, où un coaccusé a accepté un accord de plaidoyer pour témoigner contre mon client. Elle a finalement plaidé coupable et a reçu la même condamnation que Kelly dans cette affaire. Et ainsi, vous possédez cette épée à double tranchant. Elle n'obtiendra aucun avantage si elle se manifeste et continue de coopérer. Mais je ne peux pas non plus la questionner sur sa capacité à obtenir une peine réduite. Oui, et c'est intéressant parce que, vous savez, c'est une chose de parler de quelqu'un qui témoigne dans une affaire de meurtre comme celle-ci, vous savez, un coaccusé, mais une fille qui témoigne contre sa mère. Maintenant, il y a cette complication de la peine. Avez-vous déjà vu ça? Je ne pense pas avoir déjà vu un enfant témoigner contre un parent en tant que coaccusé. Je les ai vus, vous savez, comme témoins dans une affaire, victimes dans une affaire, mais je ne pense pas en tant que coaccusé. Je veux dire, c'est une dynamique intéressante, pour le moins. C'est intéressant. Et je n'ai jamais vécu ça en plus de 30 ans de travail en défense pénale. J'ai déjà eu des maris et des femmes inculpés ensemble pour des meurtres passibles de la peine capitale, mais je n'ai jamais eu un enfant comme co-conspirateur dans une affaire. À quoi pensez-vous que ce témoignage va ressembler? Qu'est-ce qu'elle doit dire? Eh bien, elle devra dire la vérité. Et cette vérité serait tout ce qu'elle a fait pour aider sa mère à commettre ces actes odieux. Et je pense que la motivation serait essentielle. Je pense que la façon de se rendre sur la scène du crime, n'est-ce pas? Parce que l'idée, c'était bien de la pousser de la falaise. C'est l'accusation, pour faire croire à autre chose. Je pense qu'ils ont besoin de ce lien, n'est-ce pas? Oui, ils en ont besoin. Ils devront établir un lien entre le retour à la maison, le ménage, la douche, puis le passage de là à la scène du meurtre. Ils vont donc devoir la faire témoigner sur le plan et sur la façon dont il s'est déroulé. Doit-elle témoigner d'une manière qui montre qu'elle avait peur, qu'elle était réticente, pour la rendre plus crédible? 40 ans en prison, c'est long, mais vu la brutalité du crime, on se demande si c'est assez. Comment doit-elle se présenter devant le jury dans une affaire comme celle-ci pour obtenir la condamnation de sa mère? Eh bien, après avoir fait cela pendant 30 ans, je suis convaincu que Mademoiselle Summers, Summerford, préparera son témoin à témoigner de manière à être crédible aux yeux du jury. Je comprends qu'il peut y avoir des déficiences intellectuelles chez ce témoin, donc vous devrez faire attention à la façon de la présenter. Je pense que vous voulez juste être un témoin sympathique. Bien sûr, l'avocat de la défense tentera de la malmener autant que possible. La défense devra à nouveau faire preuve de sensibilité face à d'éventuels handicaps intellectuels afin d'éviter de sembler harceler ou malmener inutilement le témoin. Cette affaire était, je ne sais même pas si le mot est approprié, mais elle a été résolue après plusieurs années sans réponse. Résolue grâce à un témoignage crédible. À quel point est-il crucial que les personnes avec des informations contactent les forces de l'ordre, même si le crime est ancien? Quelles sont les caractéristiques d'un crime? Nous ne serions sans doute pas ici sans ce renseignement. Les forces de l'ordre cherchent toujours des informations. Et un bon enquêteur, un bon détective est toujours à la recherche de l'indice qui l'aidera à résoudre une affaire et à obtenir des preuves crédibles. Apparemment, c'est ce qui s'est produit ici. Il est donc important que les personnes qui savent quelque chose sur un crime soient disponibles et en informent la police. Si vous deviez défendre Carr, quelle serait la stratégie? Est-ce qu'il faudrait s'attaquer aux preuves de l'accusation? Est-ce rejeter la faute sur sa fille? Cela dépend aussi de la manière dont vous l'interrogez et de l'objectif visé. Eh bien, je suppose que la plus grande question à ce stade, sans avoir accès aux éléments de l'enquête, serait: nous savons qu'il y a une empreinte de main ensanglantée qui appartient à Kelly. Y a-t-il des preuves reliant directement la mère à la scène du crime? A-t-il participé à la planification ou à la préparation?
Donc, si je représentais Mademoiselle Carr, c'est ce que je devrais examiner. Quels sont les liens directs ou les preuves directes qui la relient à cela? Et comment pouvons-nous détourner une partie de cela de notre cliente? Quelle affaire. Un meurtre vraiment sauvage, brutal. Je n'arrive pas à m'en remettre. Vraiment, l'idée qu'elle ait supplié pour sa vie, c'est difficile à surmonter. Michael P. Hamley, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. J'ai apprécié. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar Tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.